Alors bonjour, je m'appelle Jean-Claude Beer, je suis le patron de Alliance MIM, donc c'est une société à peine plus petite que les deux qui sont passés juste avant. On n'a pas tout à fait les mêmes impératifs et je vais vous expliquer un peu tout ça. Je vais focaliser aujourd'hui sur le Kanban comme les autres, mais en particulier le temps parce que c'est pour moi ce qui est le plus important. Donc je vais vous expliquer qui on est. J'ai parlé du Lean et du Kanban et puis ensuite du Kaizen et de l'innovation. Alors Alliance c'est une PME, on est en Franche-Comté, à Saint-Vite, et ça a son importance parce qu'on est vraiment dans un endroit où personne ne va. Personne connaît, et j'en parlerai pour la suite. On est une entreprise de process, donc on fabrique, je vais revenir là-dessus, une entreprise de process avec tout un tas de machines, c'est assez compliqué, et on a beaucoup de processus différents. Et pour planter un peu le décor, on a été fondé par des horlogers. Toute la société est basée sur le process de la métallurgie des poudres, ce qui n'est pas quelque chose d'ultra classique en France. On est 140 personnes, maintenant on a un peu grossi depuis ça. Et puis on a une fabrication qui est entièrement intégrée à Saint-Vite, c'est-à-dire qu'on fabrique tout, on achète la matière première, on livre un produit fini au client. Ça c'est le conseil d'administration, donc je suis patron, actionnaire, mais pas actionnaire majoritaire. Je vais un petit peu détailler le processus. Nous, on fait parler la poudre, c'est-à-dire qu'on va aller prendre une poudre métallique, on va la mélanger à un liant plastique et on va fabriquer une pièce métallique exactement comme une pièce d'injection plastique traditionnelle. Donc on va mettre en forme la pièce métallique comme une pièce d'injection. Pour ça, on a plusieurs étapes. La première, c'est de concevoir la pièce avec le client, parce qu'on va toujours aller retraduire, comme la technologie n'est pas encore très classique, même si elle a 25 ans, on est obligé d'aller retraduire la pièce du client dans notre technologie, donc on a une grosse phase d'ingénierie avec tous les outillages. Après ces outillages, on les fabrique en interne, avec tout ce qui est moule d'injection et ainsi de suite. Et puis après, on arrive sur la phase de mise en forme à proprement parler, où là on utilise une presse d'injection, cet outillage qu'on a fait, on va les mettre en forme, notre poudre et notre plastique ensemble. Ça c'est ce qu'on faisait depuis toujours. Et puis maintenant, on voit d'autres technologies émerger à partir de la même poudre, et j'en parlerai un petit peu à la fin. Une fois qu'on a mis en forme notre pièce, donc il y a un mélange c'est un composite de poudre métallique et de plastique, on va aller extraire le plastique, c'est une opération thermochimique, on va aller craquer la chaîne de polymère pour l'extraire, on n'a plus que de la poudre, et cette poudre-là, on va la friter, c'est une opération de diffusion atomique, pour aller densifier la matière. En fait, nous, on fabrique la pièce, non pas en l'extrayant d'un bloc plus gros, mais en faisant pousser la matière autour des trous, exactement comme un légume ou comme un arbre. C'est quelque chose d'assez particulier et qu'il faut traduire ça, je dirais, pour le client. Si on a ici, on a résumé les trois étapes. Donc on a la matière première, la poudre, avec le plastique, la pièce injectée, et puis après la pièce fritée. On voit qu'il y a un retrait relativement important entre les deux qu'il faut évidemment maîtriser. Pour résumer un peu tout ça, ce qu'on explique, c'est qu'on raisonne comme l'injection plastique, mais on livre de la pièce métallique. Et on est en fait des chimistes qui vendons à des mécaniciens. Et cette transition-là n'est pas quelque chose d'extrêmement évident tous les jours. Donc j'ai reconnu pas mal de choses dans les exposés de mes deux prédécesseurs. On travaille pour la santé, on a beaucoup de pièces pour le dentaire, on fabrique des pièces pour les moteurs d'avion. Donc il faut quand même pas trop rigoler dans les deux secteurs. Et puis à la base, notre métier c'est l'horlogerie. Donc c'est encore la base aussi du chiffre d'affaires de l'entreprise. On travaille beaucoup pour les marques de luxe suisses ou là. Alors pourquoi on est entré dans le Lean et pourquoi j'en ai même fait ma stratégie de business. Dans les années 2000, début des années 2000, il y a eu une méga tendance qui était le téléphone portable. On a tous ça avec nous. D'ailleurs, vous avez tous des pièces en mime sur vous aujourd'hui parce que les téléphones portables utilisent énormément ce genre de technologie. Et on avait un client qui était Nokia, qui nous a transformés. Il a décidé de fabriquer des téléphones avec des claviers en métal. Et comme c'était basé sur l'injection plastique avant, il est venu chez nous, on lui a fait 100% de ses claviers. Et ça nous a énormément fait grossir et transformer. Donc on a fabriqué ces trucs-là jusqu'au beau jour de 2008 où cet abruti de Steve Jobs a inventé le téléphone sans clavier. Et en même temps, on a eu la crise du luxe parce que ça, des téléphones avec des claviers métalliques, c'était quand même des versions très haut de gamme.
Et donc en même temps, on s'est pris un changement technologique plus une crise majeure. Et ça nous a amené à cette bricole, c'est-à-dire qu'on a eu une croissance sympa, et puis après on s'est cassé la tête. Et le lean, contrairement à ce qu'on peut penser, on ne l'a pas mis ici, mais on l'a mis là. C'est là que j'ai commencé à rentrer dans cette démarche, parce qu'ici j'arrivais plus du tout au livret. Ce que j'ai dit au départ, c'est que la société était fondée par des actionnaires horlogers, mais ce que j'ai pas dit, c'est qu'ils sont aussi clients. Et à cette époque-là, on n'arrivait plus du tout à livrer nos clients. On avait beaucoup trop à faire, et il n'y avait plus rien qui sortait, en plus ce qui sortait, c'était de la mauvaise qualité. Et là, en juillet, j'avais pas encore livré les commandes de janvier, donc ça a commencé à poser problème. Et donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, et c'est là qu'on a introduit la stratégie Lean ici. J'ai l'habitude de dire que le Lean nous a sauvé la vie, parce que c'est ça qui nous a permis de grimper ici. Et puis après, le Lean nous a sauvé la vie une deuxième fois, quand ça s'est cassé la figure, parce que là on a dû se réinventer, et puis on a refait de l'ingénierie pour aller chercher d'autres secteurs d'activité, notamment le médical et l'aéronautique. Et ce que j'ai appris dans ma petite vie, c'est que ce qu'il faut, c'est être flexible et toujours pouvoir s'adapter, parce que les choses bougent, les choses changent, et il faut être extrêmement adaptatif. Alors, si je reviens au Lean, j'aime bien revenir aux bases. Ça, c'est l'édifice Lean, et il y a deux piliers fondamentaux qui sont le juste à temps et le Jidoka. Jidoka, on en parlera un petit peu, mais je vais focaliser sur... C'est pas la peine de prendre ça en photo, c'est dans tous les bouquins. File à la présentation. Le juste à temps, c'est le flux tiré, c'est le Kanban. Je vais mélanger souvent les deux parce que pour moi c'est totalement indissociable. Il n'y a pas de ligne sans Kanban. Ça c'est une évidence. Et on va aller un tout petit peu plus loin, ensemble. Alors, là je vais commencer à parler des choses sérieuses. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, là c'est pas un chef-d'œuvre, mais il est intéressant. C'est l'histoire d'un restaurant new-yorkais qui est tenu par Dustin Hoffman, un restaurant connu, qui a des plats signatures. Les gens ils viennent manger ces plats-là. Puis il y a le chef qui dit, moi je veux faire des trucs un peu différents, je veux revisiter tout ça, faire des choses un petit peu différentes. Et Dustin Hoffman lui dit, non, les clients c'est ça ce qu'ils veulent, et tu nous fais suivre. Donc ça se termine plus ou moins bien. Et aujourd'hui je voudrais faire quelque chose un peu dans le même style. Vous avez eu des présentations signatures ce matin, et là on va aller plutôt vers le food truck. Parce que ce que je m'aperçois, c'est qu'on est tous comme ça, on a toute une zone de confort. Vous êtes des lignes averties, c'est marqué dans le prospectus. Donc vous avez l'habitude d'aller là parfois, mais moi j'aimerais bien qu'on aille faire un petit tour du côté de là-bas. Première chose, c'est que le Lean pour moi c'est un combat. Et si le Lean c'est du judo, le Kanban c'est la 7e dan de la ceinture noire, parce que c'est compliqué. Et puis aussi, on en parlera dans la suite, il faut des gens qui sont des vrais sportifs, qui sont impliqués et qui sont en forme. C'est pas si évident. Alors le Kanban, pour moi il y a 3 temps. La première chose c'est de comprendre pourquoi c'est aussi important que ça, et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette heure. Puis après il y a comment on fait, et ça prend quelques années. Puis après il y a le faire, et là ça prend une vie. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire aussi dans l'autre sens. Et sinon ça va être un peu long pour cet après-midi. Quand je parle du Kanban, tous les gens pensent que j'exagère. J'en fais trop parce que je dis qu'effectivement, pour moi, j'ai résumé le Lean à ça et même l'entreprise à ça. Alors je vais prendre un tout petit peu de temps pour vous expliquer pourquoi c'est aussi important pour moi. En fait, le Kanban, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise aujourd'hui. Parce que beaucoup de choses ont changé depuis 25 ans. Déjà pour nous, la poudre explose. La métallurgie des poudres, en tout cas, pas forcément en France, mais dans le monde, parce que c'est une métallurgie qui grimpe. Il y a de plus en plus de sociétés qui s'y mettent, ou qui l'achètent. On démarré d'abord avec des clients actionnaires, donc ils savaient un petit peu pourquoi ils le faisaient, mais après, on a de plus en plus gros clients. On travaille avec des sociétés qui sont à peu près 100 fois plus grosses que nous. Fabriquant un moteur d'avion, c'est pas une boutique de 200 personnes. Donc ça, il faut tout leur expliquer, donc ça donne des interfaces entre nous et le client qui sont assez particulières, et ça, c'est pas si simple que ça à gérer.
On a aussi le process. Alors, le process, je vais être méchant 2 secondes. Quand on regarde beaucoup de choses sur le lean, en général, on voit plein de trucs dans les usines d'assemblage où ils mettent 4 pièces ensemble. Là, avec le process, c'est un coup de soudage. Là, on est dans un truc, en tout cas pour moi, qui est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on utilise de la chimie, des fusions atomiques pour fabriquer des pièces mécaniques au centième. C'est pas si simple que ça tous les jours. Et le four, c'est la boîte noire. Et on ne sait pas toujours ce qui se passe. En tout cas, on ne maîtrise pas et on n'a pas d'action, on n'a pas de microscope pour aller voir ce qui se passe dans les installations. Donc c'est assez complexe et à côté de ça, on a 50% de part de main-d'œuvre avec beaucoup d'ouvriers qui positionnent ces pièces, qui les placent et ainsi de suite. Donc il y a une grande dichotomie entre la technologie qui est embarquée et en même temps les gens qui la mettent en œuvre. Et je vais parler des gens parce que ça aussi, ça a beaucoup changé. Jusqu'à il y a quelques années, je considérais le personnel de l'entreprise comme un lac. On avait un groupe, un petit peu d'évaporation au printemps, un petit peu d'eau qui tombait dedans, et puis voilà. Aujourd'hui, ce personnel-là, c'est un fleuve, c'est un flux, avec beaucoup plus de turnover qu'avant. L'ouvrier n'existe plus. On a des gens maintenant, j'ai des anciens chauffeurs routiers, des anciennes assistantes maternelles qui viennent pour 1 an, pour 2 ans, qui s'en vont. Chez les ingénieurs, c'est l'année sabbatique. C'est je suis à mon 5e qui part pour montrer une ferme bio. Donc il y a beaucoup de choses qui changent, et c'est pas c'est la vraie vie. Et donc on a dû travailler énormément là-dessus pour pouvoir simplement continuer. Et pour ça, c'est le Kanban qui va nous aider à nous transformer. Je suis persuadé que tout ça, c'est un océan de possibilités nouvelles. Par contre, il faut pouvoir trier. Et le tri, pour moi, la clé de ce tri, c'est le Kanban. Le Kanban, en fait, mon intention, quand j'utilise le Kanban, quand je le mets en place, c'est de pousser tout ce qu'il y a de mauvais dehors. Et c'est avec le Kanban qu'on le fait. L'intention, c'est important. Le Kanban, vous savez ce que c'est Taishi Ohno qui l'a inventé. Moi, j'aimerais bien. This is how success feels like. On voit la tête qu'il a après. Hein. Donc, moi, je cherche à être comme ça parce que je rigole pas tous les jours. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête quand il a mis ce truc-là en route? Je pense, c'est mon interprétation, qu'il avait quelque chose dans ce goût-là. Donc les outils qu'on utilise nous façonnent, et donc autant avoir les bons. Parce qu'effectivement, quand vous introduisez le Kanban, ça va façonner complètement votre manière de raisonner, votre manière de manager, votre manière d'innover, votre manière de tout. Et le Kanban, en fait, c'est un outil de mesure, c'est le télescope de l'astronome, c'est le microscope du biologiste, c'est ça qui va nous permettre de tout comprendre. Quelqu'un a demandé tout à l'heure qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis. Moi, mon gros changement d'avis, mon gros changement de mindset, c'est quand j'ai compris que le Kanban était quelque chose qui était lié au temps. S'il y a un truc à retenir aujourd'hui de ce que je vous dis, c'est ça. En fait, le Kanban, la majorité des gens, ou au début, en tout cas quand on a mis ça en route, on a compris ça comme un système de replenishment. Mais le Kanban, c'est pas ça. C'est pas que ça. Le Kanban, c'est essentiellement un instrument de mesure du temps. Et pourquoi on ne le voit pas comme ça? Parce que ça m'a pris ça m'a pris du temps pour comprendre que le Kanban est un instrument de temps. C'est parce qu'en France, on a cette baguette magique qui nous fait tout transformer en bureaucratie. Et qu'à partir du moment où le truc fonctionne, on est content. Mais ce qu'il faut, quand on parle de flux tiré, il faut le tendre, ce flux. Parce que s'il n'est pas tiré, s'il n'est pas tendu à mort, eh bien, ça ne marche pas. Ça marche, mais c'est pas là qu'on voit la transformation qui apparaît quand ce flux il est tendu. Et c'est pour ça qu'on arrive au titre, c'est que sans Kanban, tout le monde ment. Parce que c'est le temps, c'est cette réduction perpétuelle du temps qui vous permet de ne pas passer à côté des choses. Ce qu'on m'a appris au début, quand j'ai commencé à entrer dans le Lean, c'était qu'une entreprise qui maîtrise sa fabrication, c'est une entreprise qui maîtrise ses lead time. Et donc c'est totalement lié à ça. Et la maîtrise du lead time, elle est fondamentale, parce que c'est ça pour moi qui me permet encore de vivre et de fabriquer des pièces en France et pas en Chine. C'est parce que grâce à ça, on a des lead times. Le Kanban, chez nous, c'est pas moi qui l'ai mis en route, c'est lui. Lui, c'est Johan Guivier, c'est le responsable de production. Il n'a pas pu venir aujourd'hui parce que lui, il a un vrai métier et puis qu'on est vendredi qu'il faut livrer.
Cela dit, pour ceux qui font la masterclass, vous pouvez le rencontrer parce que c'est lui qui la fera avec Catherine et puis une autre personne de chez nous. Donc ce que je vais présenter là, c'est son boulot. Et ce boulot-là, il ne l'a pas fait tout seul. Il l'a fait avec un sensei. Ça, c'est important d'aller là-dessus. Même les plus grands, comme Ducasse, ils ont, ce qui fait la différence, c'est qu'ils ont un sensei. C'est un maître, lui c'était à La Chapelle, le sensei de Ducasse, qui les coach pendant cette transformation. Le Kanban est une transformation telle de l'entreprise que ça ne peut pas se faire juste comme ça. Il faut clairement le faire avec un sensei, c'est pas une recommandation, c'est une obligation. Alors on va parler un petit peu de comment on l'a fait. Alors le Kanban, c'est ce qu'on fait théoriquement au départ, mais c'est aussi un aboutissement. Alors même si on démarre par le Kanban, quelque part il y a des étapes pour pouvoir faire ça à peu près proprement. Et si on mélange les étapes, c'est pas très bon parce que sinon on a de soucis. Moi le matin quand je m'habille, je mets mon slip avant mes bottes parce que c'est plus simple. Alors on peut discuter de ça, mais quelque part je vais expliquer comment nous on a fait. Dans les grandes étapes, on en a 3 groupes. Il y a ce qui est très classique, la qualité, les standards et le SMED. Ça c'est quelque chose qu'on doit avoir pour aller plus loin, parce que mettre un fleu tiré sur une usine où il n'y a pas de qualité, c'est quand même un peu pas possible. Et puis après, il y a une deuxième vague, qui est le lissage, la matrice produit-process et l'endon. Cette deuxième vague-là, c'est ce groupe de 3 trucs, c'est extrêmement important parce que c'est là qu'on va façonner aussi beaucoup, on va parler de l'outil qui façonne la manière de penser. Alors le lissage, qu'est-ce que d'après vous, ça va apporter comme différence par rapport à une usine qui n'est pas lissée? Là, je pose des questions. Quel est l'impact sur les gens entre une usine qui essaye de lisser et une usine qui ne le fait pas? Non. Oui, fluidité, mais... Les ressources. Non. C'est un truc important auquel on ne pense pas, mais qui est vital. Bon. Ce que le lissage apporte, c'est le contact avec le client. Parce que vous ne pouvez pas lisser tout seul. Pour lisser, il faut discuter avec votre client parce que quand il vous commande 10 000 2 fois par an, là, il ne va plus faire comme ça. On va lui livrer toutes les semaines. Il faut quand même l'avertir un petit peu, parce que sinon, il se passe des trucs. Donc, c'est une grosse discussion avec le client. Et cette discussion-là, on la fait souvent. Donc, on est tout le temps au contact. Et pas qu'avec les acheteurs, parce que là, on peut aussi avoir contact avec les gens qui produisent. Et ça, c'est génial. Donc, le lissage, ça vous apporte ce contact et cette relation client. C'est super important. Et puis après, il y a la matrice produit-process. Ça aussi, c'est super important. Alors voilà, la veine, qu'est-ce que ça apporte? Bon, je vous ai calmé là. Ouais. Ben, ça apporte la même chose, mais du point de vue de l'atelier. C'est-à-dire que les gens qui planifient les commandes, au minimum, ils savent sur quoi c'est fait, avec qui c'est fait et comment c'est fait dans l'atelier. Parce que c'est pas si évident que ça non plus, même dans une petite boutique. Donc obligé à faire la matrice produit-process, ça veut dire que Johan, bon lui, il n'y a pas trop de soucis, c'est responsable de production, mais tous les gens qui sont autour pour faire la planif, eux, ils sont dans l'usine et puis ils savent sur quelle cellule c'est fichu. Et ça change aussi tout. Et la troisième chose, c'est l'endon. L'endon, donc tout le monde connaît. Qu'est-ce que ça apporte à l'aspect humain de l'entreprise? Alors on s'occupe déjà, mais on peut s'en occuper autrement. L'endon, c'est un truc bien spécial. Alors on s'occupe des gens instantanément, c'est-à-dire quand on veut résoudre un problème, c'est comme la scène de crime, on a les conditions qui ont créé le problème. Donc ça, c'est super important. Mais il y a quelque chose de plus qui va changer un petit peu la manière dont les gens se voient. Comment? Le fait de travailler ensemble. Ouais, on peut travailler ensemble sans... Ça les valorise. Ça les valorise. Ça leur donne le pouvoir. La confiance. Oui, la confiance. C'est surtout que c'est assez compliqué d'aller appeler à l'aide.
Landon conceptualise la chaîne d'aide. Et demander de l'aide devient normal, voire même plus que ça. Et ça, c'est quelque chose qui est une transformation aussi. Tant qu'on n'a pas Landon, on a du mal de faire sortir les trucs, les problèmes de la ligne. Donc Landon, pour moi, c'est le marchepied à avoir un flux tiré vraiment qui est efficace. Donc ces trois actions-là, donc ça prend du temps, ça nous a pris beaucoup de temps, mais ça nous a vraiment transformés. Et après, on a mis en place le Kanban qu'on connaît, donc avec le séquenceur, la boîte de constitution, puis le train, et après un truc assez... je ne prends tout partout, c'est le chronométrage des cartes, et je vais en parler tout de suite. Donc là, juste 2-3 photos pour illustrer ça, mais il n'y a rien de génial là-dedans. Ça, c'est Landon. Le seul truc qui est différent, c'est que mon bureau, enfin ma place, elle est juste en dessous, donc quand ça sonne, je suis au courant. Et je vais vite dans l'atelier, moi. Après, on a tout ce qui est séquenceur. Donc là, on reconnaît les cellules. Donc ça, c'est pour ça que la matrice produit-process, elle est vraiment fondamentale. C'est parce que chaque pack dans le séquenceur est lié à un type de produit. Et puis, on a les lanceurs. Donc chez nous, vous voyez que c'est à peu près les mêmes cartes. On a tout, même le nettoyage des moules, le nettoyage de la machine, tout ça, c'est en Kanban. Et puis après, on a le train qui vient ramasser à chaque cellule nous, on a un tact de 1 heure, on n'a pas encore réussi à descendre plus. Bien. Ça va? Je vous ai présenté une photo là, ici, qui en fait est une anomalie. C'est quoi l'anomalie là-dessus? Il y a un vrai problème sur ce lanceur. Il y a 4 cartes. C'est beaucoup trop. Vous connaissez la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur? Et le bon chasseur il tire, le mauvais chasseur il tire, il commence pareil. Le mauvais Kanban il tire, mais le mauvais Kanban il tire avec plusieurs cartes. Et le bon Kanban il tire avec une seule carte. C'est ça le bon Kanban. Et ça c'est super compliqué à faire, beaucoup plus que le Kanban tout court. Et si on a 4 cartes, ça signifie quoi? On est devenu des bureaucrates. Pointe à la ligne. Pourquoi c'est important? Alors ça c'est du management visuel, donc on met vraiment en évidence ce qui est important pour nous. Je vais vous illustrer ça avec le boulanger. Johan, le matin, dimanche matin, il va acheter son pain comme tout le monde, donc s'il prend l'heure de pointe en Franche-Comté, c'est vers, je crois, 7h moins le quart. Donc là, parce qu'on se lève tard, le dimanche, chez nous. Et donc la boulangerie, elle est pleine, il y a plein de gens devant. Il y a la petite vieille qui paye avec une pièce de 20 centimes, il y a la végane qui veut demander s'il n'y a pas un peu de crème là-dedans, tout ça, donc ça prend beaucoup de temps, puis on est mal servi. Et puis, s'il va carrément vers midi, là, il n'y a plus personne, le boulanger boulange la boulangère, on regarde, il n'y a personne dans la boulangerie. Là où on est bien servi, c'est quand on a un client devant soi. Parce qu'on a le temps de savoir ce qu'on veut, et puis ça va vite. Donc le bon Kanban, c'est le Kanban avec une seule carte. Et pour ça, il faut commencer à causer du temps. L'unité, c'est le temps. Et l'essence du Kanban, c'est de réduire ce temps. Et ça nous fait trouver les délinquants. C'est pour ça que c'est aussi important. Parce que si on ne compte pas en temps, ça marche. Et à partir du moment où ça marche, on est heureux. Mais que ça marche, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est avancer, progresser, trouver les délinquants, s'améliorer en permanence. Et ça, on ne peut le faire qu'en mesurant le temps. Pour mesurer le temps entre les cartes, on a fait un peu d'informatique. Donc ça, ce sont les cartes Kanban qui sont chez nous. Et donc on a les différentes cellules qui sont ici avec les produits qui passent dessus. Et donc sur un produit, on va avoir X opérations. Et quand c'est vert, c'est qu'on l'a fait dans le temps alloué. Et quand c'est rouge, c'est qu'on l'a pas fait dans le temps alloué. Et ça sonne Landon aussi. Et donc on va voir pourquoi c'est plus long que d'habitude. Et généralement, c'est plus long que d'habitude parce que soit la personne n'a pas été formée, soit c'est une nouvelle, soit on a un problème de qualité, on a des bavures ou un truc dans ce goût-là. Et c'est là qu'on va aller taper pour aller résoudre le problème. Alors, qu'est-ce que ça nous a apporté? Parce qu'il faut quand même donner 2-3 résultats crédibles. Ça, c'est l'augmentation du taux de livraison à partir du moment où on a mis le séquenceur. Donc, c'est là où on a réussi à améliorer notre taux de livraison.
Vous regardez plus les livraisons, mais alors moi je peux vous dire que je regarde tous les jours ce qu'on livre, parce que pour moi c'est absolument, enfin, je travaille comme ça, avec, je veux les livraisons vraiment en permanence. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un KPI, je parle le pourcentage et la somme, je regarde tout. Parce que, Lui, il a des vrais produits. Un KPI c'est important, mais ça ne veut rien dire en tant que tel. Tout seul, c'est facile d'augmenter le taux de livraison, vous pouvez le faire autrement qu'avec le Kanban, peut-être. Il faut toujours mesurer les choses avec des tendances qui peuvent aller dans des sens différents. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a amélioré le taux de service, mais en même temps, en faisant croître le chiffre d'affaires. On s'est pris une belle pelle, mais là, on commence à remonter, donc on améliore le taux de service en livrant plus. Parce que c'est assez facile d'augmenter le taux de service en livrant moins. Quand on a une baisse de commande, en général, on livre un peu mieux. Et puis, si on regarde les encours depuis une dizaine d'années, ce qu'on voit, c'est que les encours et les stocks ont méchamment fondu, parce que justement, on s'occupe de ça au travers du temps. Donc chez nous, déjà, on n'a pas beaucoup de place, mais on fait excessivement attention à ça, parce qu'on doit augmenter le taux de livraison en diminuant les stocks et en augmentant la qualité. C'est ça le challenge, c'est pas juste augmenter le taux de livraison. Sur la qualité, on a aussi une belle baisse, sauf en 2018, là, on s'est mis un gros pélo. Je l'ai mis en jaune parce que la qualité m'oblige à le mettre. En plus, c'est un actionnaire qui a absolument voulu qu'on lui livre un monceau de trucs et il s'est rendu compte une fois que tout était livré que c'était pas bon de le faire. On s'est causé, mais n'empêche que dans nos statistiques, on a pris une pelle. Bref, mais globalement, si on enlève ça, on a vraiment un nombre de non-qualités qui chute en ayant augmenté le nombre de pièces livrées et en ayant un meilleur taux de service. Donc on est plutôt content. Allez. C'est reparti. Je veux parler un peu d'innovation. Parce que le Kanban, souvent, quand on entend parler, on limite ça à la production. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça, le Kanban. Toute l'innovation qu'on génère est liée au Kanban. Parce qu'en fait, l'innovation, si on regarde bien, elle est surtout reliée à la réduction des lead times dans tout. Pourquoi ils ont inventé l'imprimerie? Parce que c'était long d'écrire à la main. Pourquoi les chemins de fer? Parce que les chevaux ça avance pas, et ainsi de suite. Et puis là même en chirurgie maintenant, on fait des choses pour que ça aille plus vite. Regardez le temps d'hospitalisation, ça va beaucoup plus vite qu'il y a 10 ans. Donc pour moi, ma vision, c'est que l'innovation est liée à de la réduction de lead time. Et donc ça se passe bien avec le Kanban, c'est des choses qui se marient bien. En ligne, ce qu'on dit, c'est que le process est le produit. Donc on va bosser notre innovation produit en bossant notre process. Et ce qui est aussi important de voir, c'est que dans les coûts, c'est à ce niveau-là que c'est vraiment important, c'est dans le design. Donc le Kanban est un outil de design. C'est aussi un outil pour aller voir si notre développement, notre ingénierie est OK ou pas. Donc on a les projets qui sont en Kanban, on les met aussi sur les cellules directement dès la production, et on a ça pour aller voir les projets délinquants. Donc comme les productions délinquantes sont mises en évidence par le Kanban de prod, les projets délinquants sont mis en évidence par le Kanban de projet. Et ce qui est important de voir, ce sur quoi on focalise ici, ce sont les interfaces. C'est l'obsession qu'on doit avoir, parce que c'est toujours à l'interface que les emmerdements arrivent. Donc quand on introduit un nouveau projet, une nouvelle pièce va dans un nouveau produit, c'est toujours à l'interface que c'est là qu'il y a un souci, et donc ça c'est potentiel, et c'est là qu'on va aller focaliser notre histoire. La Catherine, celle qui s'occupe des projets là, maintenant elle est repassée sur la production. Donc ceux qui viendront faire la masterclass chez nous, ils auront les deux sur le dos. Le Kaizen. Alors je vais vous expliquer comment le Kaizen, comment le Kanban a développé notre Kaizen et comment on a développé de l'innovation à partir de la réduction des cartes, du temps des cartes. Je vous ai expliqué tout à l'heure que on injecte nos pièces, donc on a l'industrie formative, on fabrique un moule et puis on va les mettre en forme, la pièce dans un moule. Et le moule, c'est compliqué parce que c'est cher, c'est au minimum 10 000 € un outillage. C'est long à faire, quelques semaines,
Et puis c'est pas flexible. Une fois que l'outil est fait, on fait cette pièce-là. Et puis s'il y a une petite modif de la pièce, il faut modifier l'outil. Donc ça c'est assez chiant. Et en même temps, changer d'outil sur une presse, c'est quelque chose qui est assez long. Donc depuis toujours, on a voulu chercher des méthodes pour aller beaucoup plus vite dans la fabrication des outillages et dans leur utilisation. Donc ça c'est quelque chose qu'on a introduit en 2004, c'est le fraisage dur. Donc fabriquer un moule c'est un peu technique, mais on prend un acier, on l'usine, après on lui fait faire un traitement thermique pour le durcir, puis après on le réusine avec d'autres méthodes, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui est long, qui prend des semaines. Donc là on a déjà fait de l'innovation pour aller directement tailler dans l'acier trempé, on a divisé par 2 le temps de fabrication des outillages. Donc ça c'était une innovation qui était liée vraiment à la réduction du lead time. Et puis, vers cette période-là, 2006-2007, sont arrivées les premières impressions, les machines d'impression 3D en métal, au départ pour fabriquer des moules beaucoup plus vite que ceux qui se faisaient par extraction. Sachant que nous, on fait pousser la pièce autour des trous, c'est quelque chose qui nous parle. Extraire le métal, extraire la forme d'un bloc plus gros, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est l'âge de pierre, ce truc-là. Donc, on a voulu aller là-dedans, et puis on a voulu essayer d'aller vers ça. Donc, c'est l'additive manufacturing, où on va aller fabriquer le moule par impression. On a commencé, et puis on s'est dit, c'est vachement bien, mais pourquoi on ne fait pas les pièces comme ça? Parce que là, on n'a même plus besoin de moule. Et c'est ce qu'on fait. Donc ça, ce sont des machines qu'on a maintenant chez nous, et on arrive à fabriquer des pièces directement, sans outillage, exactement de la même manière que si on avait ce moule dans lequel on injectait. Donc on prend ce granulé plastique et on va l'imprimer. Là, j'ai avec moi, si ça vous intéresse, les tout premiers produits qui sont sortis avec cette techno-là. Donc ça ne donne pas encore les cadences qu'on veut, par contre on a du délai. Alors la pince qui est générique, le manche il est fait en mine, donc il est moulé à grande cadence, et les becs qui sont là, parce qu'il y a 14 becs différents, des petites séries, et les dentistes ils ne savent pas trop quand est-ce qu'ils veulent ça, donc ceux-là on les imprime. Et ça c'est ce qu'on doit comprendre dans le Kanban, c'est qu'en fait le Kanban, comme Ono le disait, si vous avez un livre à lire, c'est Workplace Management de Taishi Ono, il disait que le Kanban c'est une étape intermédiaire vers sell one, make one. En fait, on doit faire juste quand le produit a été vendu. La taille de l'eau, la bonne taille de l'eau, parce qu'on dit que la bonne carte c'est 1, mais la bonne taille de l'eau aussi c'est 1. Et ça, ces impressions-là, c'est quelque chose qui va permettre de faire ça. Il n'y a plus de taille de l'eau, parce qu'il n'y a plus de montage d'outillage, et il n'y a plus de boule, il n'y a plus rien du tout. Donc on arrive à faire du lot de 1. Et ça, c'est top. On n'est pas au bout, hein, mais ça va bien. En tant que patron d'entreprise, je suis à l'affût en permanence de ce qui peut tuer ma boîte. Alors, je sais qu'il y a des raisons, hein. Il y a la technologie, il y a tout un tas de choses, mais ce qui est le plus dangereux pour moi, c'est pas ça. Je dis tout à l'heure qu'on est en combat, c'est même une guerre. Vous lisez tout ça allemand? Clausewitz dit que les choses de la guerre sont simples, comme les choses de la production, mais parce qu'on est en guerre, ça génère une friction que l'on ne peut comprendre que quand on est en guerre. Et que finalement, c'est pas si facile que ça. Le Kanban, c'est un peu la même chose. Tout ça, c'est simple, parce que le flux est tendu, ça génère de la friction. On peut comprendre que si on est en flux tendu. Alors, quand on dit ça met de la tension dans la production, mais ça met aussi de la tension dans les gens. Et ça, c'est pas forcément super. On est en Franche-Comté aussi, donc il faut prendre ça en compte. Je dis ça parce que souvent les gens disent après le lean, les gens sont mieux. Moi, c'est pas ce que j'ai vu. Ils sont mieux, mais ils passent par une phase où ils sont vachement moins bien avant. Et cette phase-là, il ne faut pas la négliger parce que sinon, vous avez la moitié de l'usine dehors et l'autre moitié de l'usine qui veut vous péter la gueule. Il faut faire gaffe. Alors, je pense que l'introduction d'un flux tiré, d'un flux tendu, doit se faire avec l'introduction d'une politique RH adaptée. Ce que je fais chez nous, c'est le Job Relation du TWI, parce que ça, c'est bon. Si on ne fait pas ça, ce qui va se passer, c'est des équipes qui vont ressembler à l'équipe de France, là, en 2012, des trucs comme ça. Là. Des gens qui ne se font plus confiance, et derrière, c'est le chaos. Et une fois que vous avez mis le chaos dans une production, c'est dur. Donc il faut absolument, au départ, les gens ne s'aiment pas trop, mais il faut qu'après, on fasse des équipes soudées, où les gens bossent bien ensemble, notamment les cellules,
Et ça, c'est un vrai travail. On ne peut pas dissocier non plus le Kanban de l'aspect humain, parce que ça va impacter tout le monde. Pour finir, j'ai deux petites marottes, alors je vais vous les sortir. C'est que pour moi, ce que j'attends en premier d'un salarié, c'est qu'il soit là et qu'il soit en forme. Et l'absentéisme est une calamité, surtout dans les technologies pointues, parce que quand il manque quelqu'un, on fait de l'aéronautique, il vous manque quelqu'un qui est qualifié et c'est mort, hein, vous ne pouvez plus livrer. Hein, s'il n'est pas là, si c'est pas lui qui signe, vous ne livrez pas. Donc on doit avoir des gens qui sont en forme. Pour avoir des gens en forme, il faut qu'ils fassent attention à eux. Et c'est pas si simple que ça, notamment aujourd'hui, on voit que c'est pas une priorité forcément pour tout le monde. Donc on a introduit une politique là-dessus et c'est pour moi important. Et l'autre chose qui est encore plus importante, c'est que moi je suis chimiste, je crois que tout est un système, la Terre est un système, et ce système-là, on est là pour l'améliorer, on n'est pas là pour en profiter, parce que ça s'appelle un parasite et c'est pas ça que j'attends pour mon avenir. Donc nos processus doivent aller vers le zéro émission, et le Kanban, l'innovation doit être aussi guidée par ça, parce que s'il y a une chose qu'on n'a pas le droit de rater pour le futur, c'est ça. Bien, alors je résume. Pour moi, le Kanban, ça réussit le tour de force de générer de l'innovation et du progrès, de réduire les coûts et les délais, pacifier les relations, tout en mettant la pression. Voilà le Graal que j'ai, c'est pour ça que le Kanban, c'est pour moi devenu la colonne vertébrale de l'entreprise. Juste, je vous donne, pour ceux que ça intéresse, chez nous, ce sont ces deux-là qui ont mis le Kanban en place, principalement Johan, Catherine l'utilise beaucoup. Voilà, moi j'ai fini. Super, merci.